une population consciente des enjeux, il me semble tout d'abord que nous allons tenter d'expliquer ce que c'est qu'une population mature. Avant d'aborder les enjeux, parce que il est important quand même qu'on se rend bien compte que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est plus une question d'expérience, de savoir-être et de savoir-faire. Et là encore, on peut remonter à très loin. Depuis, ouais, je dirais même nos civilisations primitives, déjà, ils avaient comme pratique de faire subir aux adolescents des rituels de passage. Sur le passage, ça veut dire, à ce moment-là, ils sont aptes à être des responsables, à participer aux activités du groupe social, de la tribu, puisque si on parle de société primitive, de la tribu, où ils étaient appelés soit à aller à la chasse avec les groupes, soit aller en mer pêcher, et là il fallait connaître des savoirs pour écarter les risques. Et c'est depuis là, on peut même dire que depuis là, il y avait déjà une question d'enjeu. Il faut satisfaire les besoins élémentaires, les besoins premiers, mais en même temps, on doit retourner à la tribu. Donc il y avait un enjeu, un risque. Si on rencontrait des animaux sauvages, il fallait pouvoir s'en préserver. Donc toute cette jeunesse devait savoir comment pratiquer, et si on est en groupe, comment travailler aussi en équipe, solidairement avec le groupe sur lequel on est appelé à intervenir. Depuis là, les enjeux apparaissent. Il faut manger, il faut s'habiller, il faut se vêtir, il faut se couvrir, avoir un toit, tout ça. Donc, à partir de là, toutes les activités que l'homme va avoir va dépendre des expériences de vie qu'il va connaître durant son parcours. Ces expériences de vie se basent sur ses besoins. Donc, satisfaire les besoins nous amène à avoir des activités, je reprends, pour un peu résumer. Et dans cette activité, on met en péril sa vie. On a des choix à faire. Donc, forcément, des enjeux. Sous la chasse, c'est pour ramener, manger, bas familial. À pas pour faire les animaux manger. Donc, il y a des stratégies à mettre en place, des techniques à avoir, et ça, c'est toujours perpétué comme ça, jusqu'à nos jours, où l'homme a peut-être enrichi ses besoins, plus qu'à ni besoin, plus qu'à ni à mettre en place des stratégies. Merci. Et au jour d'aujourd'hui, quels sont les éléments à mettre en place pour retrouver ce type de stratégie de solidaire, puisqu'on est dans quand même une société éclatée, à la fois solidaire avec un passé de solidarité, enfin voilà, où les gens étaient proches. Aujourd'hui, elle est explosée. Quels sont les moyens qu'on a pour justement retrouver cette solidarité et cette manière d'être? Vous savez que la solidarité existe toujours. Parce qu'elle est, je dirais même, ancrée en nous, elle est intrinsèque. Parce que nous avons vécu à travers peut-être des quartiers, des lacous comme on les appelait auparavant. La vie a évolué, l'urbanisation s'est faite. On a connu des cités telles que, sous Pointe-à-Pitre, les cités Mortenol, les Grandes Barres. On a connu en hauteur les tours Miquel, les tours Fédère, les tours Dolorisisque. Donc, forcément, les rapports de voisinage ont quelque peu changé. Mais la solidarité, elle est là. Elle est là. Elle est là, mais en même temps, il y a...
de manière concomitante, l'individualisme se développe, mais sans pour autant abîmer l'aspect solidaire qui existe. Peut-être qu'on a moins le temps de faire preuve de solidarité, mais quand il y a des événements majeurs, on se rend bien compte que la population est là. Même avec nos voisins, la Dominique, Haïti, quand il y a un truc qui se pose, on sent que cet esprit de solidarité existe, que nos voisins sont en difficulté. On voit partir de Guadeloupe des bateaux remplis de nourriture, d'eau, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi apparente, aussi mise en avant. Parce qu'à côté de ça, il y a d'énormes problèmes sociaux qui émergent, qui fait qu'on a toujours envie de centrer le regard sur soi-même, sur nos voisins proches, sur nos amis, sur notre famille, nos parents qui sont en difficulté. Et aussi, peut-être que les moyens financiers aussi ont régressé. On ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus aider le voisin comme on le faisait auparavant. Je me rappelle, quand j'étais enfant, les petits voisins venaient manger à la maison. Hein. C'était gratos. Hein. J'allais manger chez les voisins, c'était gratos. Hein. Mais à présent, soit manger, soit avec une famille, vous voyez comment manger, c'est déplacé. Vous comment manger devant un pays pour poser un plat, parce que ça coûte cher maintenant. On n'a plus le temps d'avoir ce même regard qu'on avait sur le voisin. C'est vrai que c'est... Mais pour autant, je ne dirais que ça n'a pas disparu pour autant. Cette solidarité, cette convivialité n'a pas disparu. Mais sauf que autrement, les temps modernes, nous ramènent modernes. Je rigole parce que ça... C'est vrai que ça m'a toujours gêné de voir comment, en peu de temps, je dirais, en 30 ans, comment ça a énormément changé. En 30 ans, énormément. Vous avez une panne de voiture, la voiture est en feu de détresse ou côté voiture là, les gens s'arrêtaient. Quand on y est tel, qu'est-ce que tu as comme problème? Après, on passe sur un téléphone, on remonte une chercher voiture. Hein. C'est respiratoire. Il regarde peut-être que le numéro voix, c'est un parent proche. Et pourtant, à côté de ça, la controverse, c'est que lorsqu'il y a un accident, il se dépêche d'aller voir. Il gêne même les secours. L'intervention des secours. Mais c'est... Je ne sais pas. Que face aux difficultés quotidiennes qu'on rencontre la population d'aujourd'hui, à savoir la masse d'embouteillage et qu'ils passent leur temps plus dans une voiture, est-ce que c'est gênant? Absolument, c'est gênant. C'est gênant, c'est une contrainte. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Lorsqu'on voit qu'il y a une défaillance au niveau des politiques locales, surtout en matière de transport, ou lorsqu'il a été prévu de créer une organisation stricte des transports, ce qui fait que les petits transports en commun ont presque disparu, il y en a très peu, ou s'il y en a, il faut attendre des heures. On se retrouve des fois dans une famille, s'il y a 5 jeunes majeurs, un père, une mère, à avoir 7 voitures. Une voiture par personne. Donc, quelle économie aurait-on pu faire s'il n'y avait peut-être que 3 voitures au lieu de 7 et qu'on passe des voitures l'une à l'autre, bien tel dépose un tel, mais on travaille dans des régions différentes, on ne prend pas la même route, donc forcément, c'est vrai, c'est contraignant et le pouvoir d'achat connaît quelque chose parce que chacun a des dépenses et on reste le plus longtemps chez maman parce que les dépenses sont énormes. Donc on ne va pas chercher une maison puisque le même toit sert à tout le monde. Si je vais chercher une maison, j'aurai plus moyen de me payer la voiture, de payer l'assurance. Donc les jeunes restent plus longtemps en famille quand ils habitent la Guadeloupe. Or, quand ils partent faire des études, ils prennent très tôt leur indépendance. Parce qu'ils sont appelés à vivre en résidence universitaire ou bien dans un petit loyer, en colocataire. Donc, ils ont en même temps cette façon d'opérer qui fait que là-bas, ils fonctionnent d'une manière. Quand ils reviennent,
Ils reprennent les habitudes car j'étais loin de maman, loin de papa. Je retourne au bercail pour me sentir proche, comme s'il y avait un manque. C'est pourquoi je dis, ça part de la cellule familiale, cette solidarité dont on parlait tout à l'heure, là. Ça part de là aussi. Et tout est lié. Et c'est vrai que quand on regarde les enjeux qui se posent à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une politique à mettre en place concernant les routes? Est-ce qu'il faut repenser le système de transport en commun, le transport collectif? Ou est-ce qu'il faut en même temps opérer sur l'esprit humain même pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, en dehors de la voiture, utiliser comme moyen de locomotion? Je vois qu'il n'y a que des jeunes qui ont des scooters. Or avant, on avait le système de grenat qui permettait à tout le monde de se déplacer et qui avait une place plus dans l'arrière-terrain, à savoir le côté rural, où les agriculteurs ou les cultivateurs allaient au centre-ville à mobilette et sans aucune hygiène. Mais actuellement, aussi, quand on parle de véhicules à deux roues, ça coûte aussi cher qu'une voiture, dirais-je. Autant acheter quelque part une voiture, on est abrité de la pluie et du soleil. C'est une politique aussi. Vous avez fait allusion aux arrêtés qu'ont pris certains maires de certaines communes pour la période des fêtes de Pâques. Il est vrai que une population a des habitudes, des mœurs et des coutumes. Certains se rendent à la rivière, d'autres à la plage pour faire du camping. Mais ce n'est pas du camping sauvage. Même que ça aurait pu avoir tout l'air. Mais ce sont des campings bien organisés. Et où, je pense que ce sont des activités où cette population qui pratique le camping, elle est très, très attentive à l'environnement. C'est en même temps un lieu où on va éduquer les enfants qui sont là. À savoir, on organise ça pour aller faire caca. On organise ça autour des tentes où on dort. Là, c'est la partie cuisine où on fait le feu, à manger. Il y a toute une organisation. Et là aussi, il y a une éducation qui se transmet. Donc forcément, l'adulte qui est là ne fera pas n'importe quoi parce qu'il a en même temps ce souci de former les enfants qui sont là. Et demain, ce sont eux qui vont continuer le camping. Donc, dire que les campeurs fonctionnent mal, ou bien ne tiennent pas compte de la biodiversité, ou bien de l'environnement. Non, il y a toujours quelques-uns qui sont carrément dans le non-respect. Le non-respect, c'est souvent pour provoquer. Pas qu'ils ne respectent pas, mais pour dire au maire, il manque des poubelles sur la plage. Il manque, où ça, nous avons campé là, d'être mettez en conteneur pour nous décharger, comme pas mettre nous fou ça, tel là. Je m'exprime comme ça en créole, mais c'est vrai que bien souvent, les maires ne pensent pas à ça. C'est le camping. Refaites le chemin avec petit brin tif, refaites le chemin là. Mettez en conteneur. Les grands conteneurs là, les machins, le gros transport en main. Les gens vont carrément mettre les poubelles. Je suis campeur. J'ai beaucoup campé parce que je suis, dès l'âge de 14 ans, éclaireur de France. On nous a appris à camper. Donc j'accompagnais souvent des groupes d'amis comme ça. On a campé. Nous rappelons nous rappelons coup là, nous avons nettoyé. Car nettoyer bien. Et quand on repart, c'est plus propre que lorsqu'on arrivait. C'est qu'il y a une politique à mener, certes, pour protéger. Je suis conscient que le maire le fait avec cette intention-là. Mais il devrait aussi mettre en place des politiques d'accompagnement. Prévenir, avant l'approche de la période, commencer par faire avec la population des coups de main. Nous bien aimer ça, coups de main. Nous finissons travailler ensemble, nous avons manger de canne ensemble, un coup de main.
Et ça mobilise, ça sensibilise les gens. Et à l'approche des fêtes, refaire encore des petits trucs de ce genre. Organiser une manifestation sportive, une marche sur le littoral, que les gens puissent découvrir, voir, et en même temps parler de la protection. Et le jour arrivé, bon, je crois que... Et puis aussi des petits panneaux pour rappeler, pour maintenir en alerte. Il suffit de rien. Nous ne sommes pas opposés à bon nombre de choses auxquelles on prétend que nous sommes. Les Guadeloupéens aiment bien être entendus. C'est pas quand vous avez fait quelque chose, vous les appelez, leur dire venez. Dès le départ, ils participent. Je prends l'exemple de la rénovation urbaine qui s'est faite dans le cadre de la RHI sur la Croix-Abîme. J'ai été responsable de régie de quartier. On a pris des jeunes même sur le terrain pour fonctionner dans l'équipe avec nous. À partir de ça, on avait tous les jeunes qui, lorsqu'il y avait une activité sur le terrain, les jeunes participaient pleinement. Après ça, on partait avec eux, on mobilisait des éducateurs du service, on prenait quelques minibus, on partait avec eux après pour prendre une belle rivière, prendre une belle mer. Et c'était carrément cet esprit de groupe. Cette notion d'appartenance aussi au quartier qui était mise en avant par eux. Malgré que ces gens, soi-disant, sont des gens quelque peu amoureux, qui ne respectent pas les règles, qui sont des délinquants, toutes les déterminations qu'on peut donner à ces gens-là. C'est vrai qu'il y a des codes à respecter. Une fois que les codes sont connus par les habitants du quartier, du ghetto, comme on le dit, les ghettos, c'est une vie aussi sensible que n'importe quel autre quartier. La seule différence, c'est que comme ce sont des gens de niveau social bas, défavorisés, ils ne font pas les choses avec les mêmes moyens que nous, mais les choses ont toujours du sens. Ça a toujours du sens. Et c'est fort dommage qu'on n'a pas été assez à l'écoute de ces gens. Nous avons mené une étude dans le cadre du boulot toujours, puisqu'on était chargé du MOS. On a recueilli plein d'informations. Et même autour d'une fontaine, comment ça se passait avant, c'était inimaginable. Où les gens arrivaient à exprimer des choses que les conseillers municipaux responsables de quartier ne sont pas prêts à entendre. On leur disait, mais il faut dire, il faut leur dire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, puisqu'ils ne viennent pas à ce moment-là, on va faire des manifestations, on va les inviter. Et on les invitait. On disait, ah bon? Ah oui, on ne m'a pas entendu ça. J'avais jamais entendu dire que maintenant je sais. Mais c'est vrai qu'il y a une écoute à avoir. Et ceux qui ont envie de dire, sachant qu'ils ne sont pas toujours entendus, cela ferme. Mais si on donne la possibilité de dire des choses, ils savent comment dire et ils savent quoi dire. L'évolution qui s'est opérée, et heureusement pour nous que la vie évolue, que les techniques sont plus adaptées au jour d'aujourd'hui à nos façons de vivre, mais cependant l'utilisation qui en est faite, et même là, je dirais qu'elle est ce qu'est l'utilisation. Je ne cherche pas à blâmer ni les jeunes, ni ceux qui exploitent ces nouvelles techniques, ni ceux qui en profitent. Mais cependant, je dirais que à l'époque des maisons jeunes, les savoir-faire qu'on n'avait pas chez soi étaient transmises en maison jeunes, avec jeunes entre jeunes. Et les plus spécialisés en la matière donnaient gratuitement, à ceux qui ne savaient pas comment en profiter. Bien souvent, c'est lorsqu'on ne sait pas utiliser un appareil qu'on va s'en servir pour des choses les plus simples à faire. Je m'explique.
si les réseaux sociaux, les TikTok et les consorts avaient des possibilités accessibles à tous les jeunes, ils les auraient utilisés à bon escient. Mais comme c'est plus la technologie augmente, plus c'est compliqué à utiliser. Donc, ils l'utilisent à minima. Et à minima, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une photo, transmettre une photo, mais pour transmettre la photo, pour que la photo soit partager une photo, pour que le copain puisse bien en rire, il faudrait qu'elle ait un caractère particulier. Donc, ça va tourner autour des photos pornographiques. Ça va tourner, mais pas autour de beaux sites qu'on va voir au point de la rivière. C'est sûr que c'est les choses les plus faciles qui vont être mises en avant dedans. Or, s'il y avait, comme je le dis encore, peut-être pas des maisons de jeunes, mais des lieux de partage, des lieux où on apprendrait des nouvelles techniques. En même temps, on est dans des échanges bien cordiaux, bien amicaux avec d'autres. Ça mettrait du lien entre tout le monde. Et ceux qui savent comment s'en servir, ceux qui ont des messages à faire passer vers les mauvais utilisateurs, auront la possibilité d'émettre à ce moment-là des avis. Parce que quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je ne sais pas si ça plaît ou ça ne plaît pas parce que je n'en parle dans la vie des autres. Mais quand je veux me faire engueuler par certains, ouais, quand tu es bon, ça aura fait, ça. Il y a une rencontre qui se fait, que ça se dit quelque part, où il y a du monde autour, forcément, on rentre dans les rangs. Et c'est ce partage dans des lieux où ça pourrait se faire avec d'autres activités qui se greffent dessus aussi en même temps. Puisque tout est un. Comment dire ça? Mais tout est lié. On ne peut pas parler d'un problème tout en écartant notre problème. Ils sont toujours liés. Et quand on parle de ce problème, c'est pas que les parents baissent les bras. Hein. Les parents ont eux-mêmes leurs difficultés. Quand les enfants de 5, 6 ans, 7 ans ont déjà un portable, et au lieu de passer à table la maman et le papa est de son portable, la maman il regarde son feuilleton, l'enfant est seul. Forcément, il aura son portable aussi. Il y a un portable grand monnaie, puis il faut nous l'appeler aussi. Tout ça dans aussi des tablettes. Dans la chambre, je fais jouer avec ma tablette. Donc, on n'a plus de regard. Parce que chacun est mobilisé. C'est pas qu'on ne sait pas. On est conscient des enjeux. On en est bien conscient. C'est pas qu'on ne sait pas les risques majeurs qui en découlent. Mais on se dit, l'un dans l'autre, est-ce que ça vaut le coup? On est dans le déni par un moment. Mais tout en sachant que, je ne sais pas comment m'expliquer plus, mais c'est vrai que les parents ne sont pas non plus excusables. C'est vrai. C'est la mouvance.